Hop, nous sommes en live. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, bienvenue sur la Bonsoir chaîne Patrick, Twitch. bonsoir Anthony. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous regardent. Nous sommes Crypto, c'est un média spécialisé sur les crypto-monnaies, la blockchain et les cryptos. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony du cabinet Bruso Dubuc et Patrick de Coconut, une start-up qui permet d'automatiser les rapports fiscaux pour les crypto-monnaies. Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre. On va parler ce soir de fiscalité. On va peut-être vous laisser vous présenter brièvement le temps que les viewers arrivent. Anthony, tu veux commencer? Bonsoir Patrick ou... Vas-y, vas-y. Pardon. Allez, moi je me présente Anthony Roustan. Je suis fiscaliste au cabinet des Bruso Dubuc, qui est un cabinet d'avocats à taille humaine. On est basé à Aix-en-Provence et on est un cabinet de droit des affaires, droit commercial et fiscalité qui s'est un peu développé dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies. On a été le premier cabinet à accepter les paiements en Bitcoin. Donc depuis, des confrères nous ont emboîté le pas, mais donc voilà, c'est un domaine qu'on aime bien et je suis très heureux d'être avec vous, Cryptost, et de travailler aussi avec Patrick. C'est des acteurs qu'on soutient, donc voilà, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce live. Merci. Bonsoir, moi je suis Patrick Buquet. Merci Cryptost effectivement de nous avoir invités. On est très content d'être là avec vous. On travaille bien avec vous et on soutient nous aussi tout l'écosystème crypto en France. Donc ça fait plaisir d'avoir des acteurs français aussi bons que vous. Moi en quelques mois en fait j'ai un passé en fait dans la finance. J'ai passé de nombreuses années dans la finance et puis au bout d'un moment j'ai basculé dans l'univers des cryptos avec quand même comme objectif je dirais de ramener en fait les cryptos au même niveau que les autres actifs en termes de gestion financière. Donc ça passe par la gestion de portefeuille et évidemment la fiscalité. Je pense que tous les investisseurs en France qui ont des cryptos et je pense un peu partout dans le monde pourront partager le fait que c'est un cauchemar. C'est très très compliqué de faire sa déclaration fiscale. Et donc nous on a vraiment voulu simplifier au maximum cette activité qui ne devrait pas prendre plus de 5 minutes, normalement, c'est dommage. En plus, ça arrive toujours au moment du printemps et on a envie de sortir, de profiter du soleil quand on n'est pas confiné. Et là, s'il faut remplacer le confinement par passer ses soirées et ses week-ends à faire ses calculs fiscaux, c'est pas terrible. Donc, notre solution, elle essaye de vraiment tout faire en 5-10 minutes et de se débarrasser de cette corvée. Encore une fois, l'administration fiscale a été très inventive sur les calculs et on a essayé de tout faire en fait pour nos utilisateurs. Ça marche. Merci. Du coup, si je reprends un petit peu le programme, on va répondre à vos questions dans le chat si vous en avez sur la fiscalité des cryptos. On va également parler de sujets un peu complexes comme la distinction entre traders habituels et occasionnels ou un peu la fiscalité qu'on peut trouver dans les pays voisins européens ou autres. Peut-être les endroits aussi où c'est le mieux pour cash out ces cryptos, là où ils sont le plus cléments au niveau des impôts. On présentera également donc la plateforme de Patrick, Coconut, qui permet de faire sa déclaration d'impôt rapidement et de sortir, de lier toutes ces opérations avec les plateformes d'échange et autres. On parlera un peu de tout ça en détail pour voir comment ça fonctionne avec les airdrops, le mining. On vous donnera également un petit code promo vers le milieu d'émission, je pense, pour le cabinet Bruso Dubuc. Un petit code promo de 20% pour vous faire accompagner par eux, sachant que le premier appel est toujours gratuit. Et ensuite, si vous avez besoin de plus d'expertise sur le sujet, c'est là où ils peuvent vous proposer quelque chose, un accompagnement plus précis. Et voilà, on fera aussi un petit quiz, quelques questions où vous pourrez gagner normalement des accès à la plateforme de Patrick Coconut pour faire votre déclaration gratuitement. Voilà un peu le programme de la soirée. Donc, pour commencer, je vous propose peut-être un sujet un peu léger, le temps que le monde arrive. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu parler en Allemagne, du ticker Coin de Coinbase, l'action qui aurait été délistée. Je ne sais pas si vous avez vu un peu passer ça, est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, je crois que c'est tombé il y a 2-3 jours. Et donc on en discutait avec Patrick, ça a fait chuter le cours de l'action Coinbase, alors qu'elle vient à peine d'être introduite en bourse. Bon, a priori, c'est juste un problème de ticket, donc c'est pas un problème qui a vocation à durer. Mais moi, enfin, ça décrédibilise un petit peu
ces plateformes et le marché, malheureusement, alors que c'est un marché qui est en pleine expansion, qui a le mérite d'être connu. Et bon, cela dit, vu que ça fait, du coup, ça fait parler, peut-être que ça va inciter les gens à se renseigner sur le sujet. Ok. Et on avait d'autres sujets, je crois, qu'on avait en tête. Il y a pas mal en ce moment, là, je sais pas si vous avez vu de petits coins qui pump dans tous les sens. Je sais pas si vous avez suivi ça un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous, ça, pareil, ça décrédibilise un peu le marché crypto ou tous ces petits tokens qui font x10, x100, qui ont l'impression vraiment d'être sur des pump and dump? Ouais, il y a vraiment des sujets comme ça qui sont pas très bons pour le marché en fait, parce que encore une fois, bon, moi je viens de la finance traditionnelle, on va dire, et j'essaie de construire des ponts entre ce nouveau monde et l'ancien monde. Enfin, typiquement, Coinbase, c'est un bon exemple aussi, hein. Finalement, on se rend compte que c'était pas si facile que ça d'être un acteur institutionnel, on va dire. Enfin, quand c'est des bêtises comme ne pas avoir fait rempli le bon formulaire pour avoir le bon code en Allemagne pour être coté sur la bourse de l'Allemagne, c'est quand même un peu dommage. Après, quand on voit le Dogecoin qui fait, alors je sais plus, mais c'était plus 100% en une journée, ou peut-être même plus 200% en une journée. Enfin, c'est des mouvements qui sont pas qui sont pas du tout rationnels, évidemment, et qui du coup, n'aident pas en fait à donner confiance au monde des cryptos, sur lequel, encore une fois, moi, mon objectif, c'est vraiment de démocratiser au maximum avec des outils de gestion qui permettent à tout le monde en fait de pouvoir venir dans cette nouvelle classe d'actifs. Et donc, c'est vrai que c'est le genre de nouvelles qui n'aident pas forcément à donner confiance à ceux qui n'y sont pas encore. Je pense que tous, comme on y est dedans, on se dit c'est pas très grave. Coinbase, bon, l'IPO, finalement, ça arrive assez souvent que finalement, là, je regardais tout à l'heure, ils sont à $295, donc c'est en dessous du prix, du premier prix de cotation, en fait. Ouais, j'avais vu 300 tout à l'heure, c'est vrai que ça a encore baissé. Mais après, ils devaient être listés à 250, il me semble, au début. Donc, bon, l'un dans l'autre. Ils ont été listés un peu plus haut. Ils sont passés de 300 à 400 la première journée, et puis maintenant, en dessous de 300, quoi. Donc, c'est vrai que bon, ça fait pareil, quoi. Ça donne pas forcément une bonne image du monde des cryptos, mais bon, sur la durée, ça devrait quand même mieux marcher. Et on a le Bitcoin qui baisse aussi, de ce que je vois, en dessous des 53 000. Mais on a l'Ether qui monte beaucoup, par contre. Ouais, c'est ça. Un petit jeu des vases communicants. Bah, Patrick, je te propose qu'on regarde peut-être tout de suite ta plateforme. Clément, tu peux montrer mon écran. Ta plateforme, donc c'est coconut.fr, coqonut.fr. Ça permet donc de faciliter les rapports fiscaux, voilà, de faciliter un peu, de savoir un peu combien on doit déclarer aux impôts, les plus-values. Donc voilà, je ne sais pas si on voit mon écran, moi je suis dessus, coconut.fr, je me suis connecté. Moi je vois pas, mais bon. Clément, c'est bon? Clément? On t'entend plus, Clément. Pardon, j'étais en mute. On ne voit pas sur le Zoom, mais oui, c'est bon, t'inquiète. Ok. Voilà, là je suis connecté, du coup, je suis dans mon tableau de bord. Ok, donc le principe, en fait, comme tu peux le voir sur la première partie haute de l'écran, en fait, on a tous les exchanges qu'on veut connecter. Donc, en fait, nous, on a choisi de se connecter de la façon la plus simple possible pour l'utilisateur, c'est-à-dire on utilise les clés API des exchanges. Donc, on se connecte une fois et ensuite, toutes les transactions sont rapatriées au fur et à mesure. On n'a rien besoin de changer. Donc, le principe, c'est on connecte tous ces exchanges. En lecture seule, alors, c'est ça, vous ne pouvez pas interagir autrement qu'en lecture? Oui, tout à fait. C'est en lecture seule, donc on est juste capable de lire. Les clés, de toute façon, sont révocables à tout moment. Donc, si on a envie de révoquer sa clé une fois que le rapport est généré, on le fait. Il n'y a plus rien qui transite. Mais si on veut les laisser, préparer l'année prochaine ou tout simplement pouvoir suivre ces transactions au fur et à mesure tout au long de l'année, et simuler son impôt, c'est possible. Donc, on connecte ces exchanges. Sur la partie basse, on voit toutes les transactions qui sont récupérées. Je précise que c'est pas les miennes, c'est un compte test. Donc on voit toutes les transactions, on voit les transactions qui sont crypto contre euro, et c'est notamment sur celle-là qu'on se focalise si on est trader occasionnel. Par contre, si on est trader habituel, on le verra tout à l'heure, donc toutes les transactions crypto contre crypto sont à prendre en compte aussi. Les transactions ont un type, comme vous pouvez le voir, donc soit reçu, soit envoyé, soit vendu, soit acheté, soit distribué. Et donc c'est ce qui permettra ensuite de les classer dans la bonne catégorie fiscale. Une fois qu'on a connecté ces exchanges, on peut vérifier rapidement l'ensemble de ces transactions.
On peut rajouter des transactions à la main, en fait, si jamais il en manque. Sur Ces transactions hors ligne, il me semble, là, non? C'est offline transaction, exactement, ouais, qu'on peut ajouter en cliquant sur les 3 petits points à droite de mes transactions. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a vérifié l'ensemble de ces transactions, on peut générer son rapport fiscal, donc en cliquant sur rapport. Et c'est là, en fait, où on va choisir l'année fiscale, le profil d'investisseur, donc occasionnel ou habituel. Donc l'occasionnel, en fait, il est soumis au régime PFU de la flat tax, donc là qui est un régime similaire à ce qui peut se faire sur l'assurance vie. Donc on va regarder l'ensemble du portefeuille, c'est pour ça que c'est important de bien connecter tous ces exchanges, ces wallets. Et on va prendre des codes-parts à chaque session de la valeur de la session sur l'ensemble de la valeur du portefeuille ramenée au prix d'acquisition pour calculer un prix d'achat équivalent. Donc on choisit son profil, on clique, on accepte les conditions générales évidemment, et ensuite on paye et on génère le rapport. On paye une fois par année fiscale et on peut générer ensuite autant de fois le rapport pour l'année fiscale considérée qu'on veut. Et donc on récupère un fichier qui classe en fait, qui couvre 3 catégories fiscales, donc les plus-values sur le gain, enfin les gains sur capitaux, les revenus, donc notamment tout ce qui est issu les revenus issus de mining, et les rendements, donc le staking par exemple, qui rentre dans cette catégorie. Ok. Vous gérez la finance décentralisée, la BSC, ETH, tout ça? La DeFi? On gère, ouais, tout à fait. Ouais. Donc aujourd'hui, on gère, en partie, je vais dire en fait, parce qu'on gère, on a notre propre nœud Ethereum en fait pour récupérer toutes les transactions qui passent par Ethereum. Et donc l'appareil, on connecte son wallet Ethereum et on récupère toutes les transactions. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour BSC, donc on ne gère pas encore, mais on y travaille. On espère être, on n'est pas sûr d'être prêt pour cette année fiscale. Hein, on fait le max, mais bon, on sera prêt clairement pour l'année prochaine. Mais en tout cas, on court déjà la partie Ethereum. Ok. Et pour accompagner en fait tous nos utilisateurs, en fait, on a créé une base de connaissances sur help.coconut.fr qui reprend en fait toutes les questions que les investisseurs crypto peuvent se poser. Donc sur la fiscalité, bien sûr. Donc on répond à un max de questions, comment il faut gérer tel type de transaction. On donne des indications sur comment se positionner entre occasionnel, habituel. Toutes les questions. Comment on fait par exemple sur le formulaire 2086, donc qui concerne les investisseurs occasionnels régime PFU quand il y a plus de 20 sessions. Et puis évidemment, c'est aussi là qu'on va trouver toutes les aides en fait pour utiliser notre plateforme Coconut. Ok, super. Ça marche. Et du coup, après, plus précisément, si on parle de mining, par exemple, comment ça marche, ou d'airdrop, si je retourne sur la plateforme, vous gérez ça comment, du coup? Ouais. Donc, le mining, en fait, ça rentre dans la catégorie des revenus. Aujourd'hui, ça doit être déclaré sous le régime BNC, donc bénéfices non commerciaux. Et donc, en fait, nous, on calcule tous les revenus qui sont issus de mining, on les consolide, on donne le montant total qui est déclaré dans le formulaire 2042-C-Pro. Et il faut ensuite choisir entre micro BNC ou déclaration contrôlée. Donc ça, là, on n'est pas capable de faire la distinction. Nous, en fait, c'est à chaque contribuable de se positionner. Mais en tout cas, on fait tous les calculs pour consolider que notre utilisateur n'est qu'un chiffre à retenir et à remonter sur la déclaration. Ok, je veux juste une question intéressante. Quelqu'un qui voit l'appli sur Android, est-ce qu'on peut tout faire avec? Est-ce que ça marche de la même manière? Oui, alors très bonne question effectivement, puisque comme je disais, en fait, notre principe c'est on utilise les connecteurs à API une fois ou moins par an pour faire la déclaration fiscale. Maintenant, comme je disais, une fois que c'est connecté, c'est pour le temps qu'on veut. Donc si on veut suivre la valeur de son portefeuille tous les jours, en fait, en agrégeant toutes les positions sur les différents exchanges, on peut le faire sur les apps mobiles, donc Android ou iOS. Et donc avec ça, c'est plutôt les apps mobiles sont plutôt pour avoir une vue consolidée des actifs et une valorisation du portefeuille en temps réel. La déclaration fiscale, comme c'est un exercice un peu plus compliqué, on peut le faire que sur le site web. Ok, très bien. Et quelqu'un qui nous parle du don de 100K, oui, on en parlera après ça avec Anthony, on va l'aborder, c'est un sujet on nous a demandé de l'aborder pas mal de fois. Et toutes les plateformes françaises, type Just Mining, Phil Mining ou d'autres Summit Mining, ça vous gérez aussi? Ouais, alors
Malheureusement, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'exchanges et beaucoup de plateformes, donc on n'arrive pas à tout couvrir encore. Donc, effectivement, toutes les plateformes de mining, comme Phil Mining, Just Mining, on les couvre pas encore. Par contre, en fait, on vient juste de lancer là, ce matin, en fait, enfin hier soir, une solution d'import de fichiers Excel génériques. Donc, finalement, pour les plateformes qu'on couvre pas, il y a possibilité en fait de récupérer le fichier CSV ou Excel de Just Mining par exemple, de le convertir dans notre format et donc de pouvoir l'importer sur notre plateforme, comme ça on le couvre. Alors c'est une façon de faire qu'on aime un peu moins parce que nous on a vraiment privilégié les clés API depuis le début parce que c'est très simple pour l'utilisateur, mais en attendant qu'on couvre tout, c'est une solution détournée. Ok. Et si on regarde un peu là tous les échanges, les wallets, c'est pas mal de choses du coup quand même, hein. Ouais, tout à fait. Donc, on couvre tous les wallets classiques, on va dire, Bitcoin, Litecoin, Dash, etc., Ethereum. On couvre la plupart des exchanges, enfin, tous les plus gros exchanges. Donc, on a quand même une liste. Au total, ça doit faire au moins 25 plateformes qu'on connecte. On en ajoute un petit peu j'allais dire chaque jour, mais plutôt chaque semaine ou chaque mois. Là, pour le moment, je pense qu'on va essayer de stabiliser la plateforme parce qu'on a déjà des gros volumes et on sait que le pic d'activité pour nous, il va arriver entre fin avril et mai. Donc, on a envie de bien stabiliser la plateforme. Donc, on va probablement arrêter de faire des nouveaux développements. Mais effectivement, on a dans notre roadmap à peu près on a beaucoup d'exchanges qu'on voudrait ajouter et qu'on va ajouter progressivement. Ça marche. Tu nous parlais tout à l'heure de traders habituels, occasionnels. Anthony, je sais que tu es pas mal calé sur le sujet. Tu voulais nous dire un petit mot là-dessus. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Les gens ont très peur en fait d'être classés dans la catégorie occasionnelle au lieu de dans la catégorie habituelle au lieu de occasionnelle, parce que ça change complètement le pourcentage de taxes d'imposition. Et ils ont tout de suite peur. C'est vrai qu'ils se disent s'ils font 10 trades par jour sur Binance, ils vont être classés dans la mauvaise catégorie. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce mythe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Oui, donc effectivement, ça c'est un des sujets qu'on traite avec nos clients parce que voilà, en tant qu'avocat, on essaye d'avoir un travail un peu à valeur ajoutée, c'est-à-dire de vraiment analyser précisément la situation des clients pour déterminer effectivement cette question qui revient très souvent. Effectivement, la doctrine administrative qui reprend en fait tout simplement la position du Conseil d'État en 2018, mais qui est à l'époque où le droit fiscal découvrait les crypto-monnaies, donc qui avait repris cette notion d'habituel. Mais en fait, donc on pourrait se dire à partir du moment où je fais un certain nombre de trades, souvent les gens viennent nous voir en disant quel est le seuil de trade à ne pas dépasser. Alors qu'en fait, en réalité, c'est un ensemble de critères qu'on va essayer d'apprécier plutôt. Le Conseil d'État a toujours dit, en tout cas pour les opérations de bourse, mais là c'est très similaire, que la notion d'habituel devait s'interpréter comme voulant dire dans des conditions analogues à un professionnel. Alors, condition analogue à un professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va regarder bien sûr la fréquence, le volume et le montant des transactions, mais pas que. On va regarder également si le contribuable utilise de la documentation payante. Est-ce qu'il a une formation particulière dans la finance? Par exemple, ça c'est des indices. On va regarder s'il utilise des stratégies de couverture et des stop-loss, ce genre de choses. C'est aussi des indices. Au plus le contribuable va avoir une manière de trader qui est sophistiquée, au plus il va pouvoir tomber dans la catégorie des professionnels. S'il commence à développer des algorithmes lui-même pour faire du trading, c'est des éléments. Et à l'inverse, si on utilise les services d'un robot tiers, moi à mon sens, c'est quelque chose qui veut dire que j'ai pas la capacité de le faire moi-même, donc je suis pas potentiellement considéré comme agissant comme un professionnel. Donc c'est un ensemble de critères qu'on va regarder. On va regarder, en tout cas nous c'est la position qu'on défend, on va regarder comme ça, apprécier la situation d'ensemble du contribuable. Et c'est vrai que pour revenir sur les conséquences fiscales du switch, quand on passe de occasionnel à professionnel, c'est vrai que c'est souvent on s'en rend compte a posteriori. En fait, on se rend compte qu'on est passé pro alors que ça fait déjà 1 an ou un peu plus qu'on est devenu pro. Et là, la difficulté, c'est toute la difficulté de régulariser la situation, parce qu'il faut reconstituer potentiellement une comptabilité commerciale, il faut éventuellement immatriculer une entreprise individuelle. Déjà, reconstituer la comptabilité, ça peut être assez compliqué. Entreprise individuelle, et comme tu le disais, on n'est plus du tout sur la flat tax avec la neutralisation des échanges crypto-crypto.
c'est un monde totalement à part, le monde des professionnels, où les échanges crypto-crypto sont taxés quand on fait une plus-value et à l'inverse déduits quand on fait des moins-values. Et donc voilà, c'est un monde qui est totalement à part et il faut accompagner les gens. Et parfois, ce qu'on propose aussi, c'est de faire un rescrit fiscal, c'est-à-dire on pose la question à l'administration. Et ça vous permet de vous sécuriser. On pose la question à l'administration, on dit voilà, moi, on se décrit très précisément, j'ai fait tel nombre de trades sur telle quantité d'échanges, etc. J'utilise telle stratégie, machin. Et l'administration se prononce, et ça vous... Ah, il y a un petit bug, je crois. Petit problème. Anthony. Bon, je pense qu'il va revenir très vite. Ouais. Alors, on a pas mal de questions dans le chat, on nous dit que c'est vachement subjectif. Ouais, c'est vrai que c'est assez flou finalement. Ouais, si c'est question de montant. Ah, j'ai vu des questions pour toi, Patrick, en attendant, qui étaient passées. C'était est-ce que les 20 € pour acheter le rapport Coconut sont déductibles, peuvent être considérés comme charges déductibles? Alors, ça c'est une bonne question. En fait, je pense que quand on est particulier, je pense que non. Si on est une entreprise, j'aurais tendance à dire oui, mais en même temps, on n'est pas spécialisé dans la comptabilité d'entreprise, donc je suis pas sûr qu'on soit le meilleur acteur pour si on est dans une boîte pour faire la compta. Sauf si on est investisseur habituel, on couvre bien le cas en fait. Clément qui va devoir tout redimensionner. Nos noms ne sont pas corrects, c'est les aléas du direct. Hein. C'est pas grave, on a changé de nom tout le monde. Je crois qu'Anthony allait donner une très grande info. Enfin, c'est Patrick. Juste avant de la donner. L'administration fiscale. Patrick s'appelle maintenant Anthony, mais c'est un détail. Il allait donner le critère définitif pour savoir comment on a été classé. Et il ne le dira rien. Et le dernier délai pour déclarer ses comptes, il paraît, il n'y a pas une histoire de rattrapage pour les retardataires fin juin ou... Je crois que ça va même jusqu'à fin juillet en fait. Mais ça, c'est à partir du moment où on a déjà fait une première déclaration. On peut compléter ou corriger cette déclaration jusqu'à fin juillet, me semble-t-il, mais Anthony pourra confirmer. Mais ça sous-entend quand même d'avoir respecté le premier délai et d'avoir au moins fait un premier. Ouais, excusez-moi, j'ai la Wi-Fi qui a sauté, j'ai dû me passer en parfaite connexion. L'AMF déjà sur le coup. Pas de souci. T'allais nous dire, il me semble, la différence entre occasionnel et habituel. Ouais, si ça, ok, ça s'est arrêté là. Donc, ouais, j'indiquais essentiellement que ce qu'on va regarder, c'est on va regarder un ensemble de critères, pas uniquement la fréquence d'opération, pas uniquement le montant des transactions. Si j'ai holdé des actifs que je détiens depuis 5 ans qui ont fait x10, x20, et que je les vends, certes, je vais faire des énormes plus-values, mais je ne suis pas considéré comme professionnel. Donc, c'est pas question de si tu gagnes 2000 € par mois et qu'un jour tu vends 200 000 € de crypto, ça fait pas de toi un professionnel. Si si tu as hold pendant 5 ans, bon. Si tu as holdé, ça, il n'y a pas de difficulté. En fait, on va regarder un ensemble de critères. Je disais, est-ce que j'ai des stratégies de couverture? Est-ce que j'ai une formation dans la finance? Ou dans les crypto-monnaies? Est-ce que j'ai accès à de la documentation payante? On va regarder quoi d'autre? On va également regarder le temps que je passe sur les exchanges. La fréquence des transactions, est-ce que j'en fais beaucoup? Et à quel intervalle de temps? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? On va regarder également le rapport entre mes revenus salariaux ou mes revenus d'activité classiques et mes revenus crypto. On va faire une sorte de comparaison. Et si on s'aperçoit que les revenus crypto commencent à dépasser mon activité professionnelle, peut-être que là, il y a un sujet. Et comme je l'indiquais, c'est un ensemble de critères. Et il y a parfois des cas de contribuables qui sont un petit peu... qui en remplissent quelques-uns, mais pas tous, on va dire. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on propose généralement, c'est de demander à l'administration de prendre position par le biais d'un rescrit fiscal, où on pose la question, on décrit très précisément sa situation fiscale et sa situation de fait, en fait. Hein. On va dire j'ai fait 2000 transactions dans l'année, ça fait tel montant, etc. Et l'administration prend position, et là, ça vous permet de sécuriser soit le fait que vous pouvez déclarer en particulier, soit le fait qu'il va falloir potentiellement envisager de régulariser votre situation. Parce que, comme je l'indiquais, mais je pense que j'ai été coupé, quand on est professionnel, il y a toute une série d'obligations comptables, juridiques et fiscales qu'on va être obligé d'accomplir. On va devoir s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entreprise individuelle.
on va devoir tenir une comptabilité commerciale. Les échanges crypto-crypto ne sont pas neutralisés, donc il faut comptabiliser chaque échange crypto-crypto au sein de la comptabilité. Donc ça peut être un travail assez colossal de reconstituer tous ces échanges, surtout si on s'en aperçoit qu'on est professionnel en fait 1 an ou 1 an et demi après avoir vraiment commencé à trader de manière pro et qu'on doit reconstituer les transactions depuis 1 an et demi. Il y a peut-être des exchanges qui ont fermé. Enfin, voilà. Donc c'est là aussi où il faut essayer aussi de faire la part des choses. Et de temps en temps, on va essayer de mettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases pour l'année suivante. Et tu sais s'il y a beaucoup de cas où l'administration fiscale considère que quelqu'un est en fait professionnel plutôt qu'habituel, enfin que particulier? Je dirais que ça dépend des services en fait. Le problème, c'est que à l'époque, en tout cas, où les opérations de bourse, la notion d'habituel, elle existait aussi au départ chez les opérations de bourse. Mais vu que les contrôleurs la comprenaient bien, ils requalifiaient de manière assez exceptionnelle les gens en professionnels. Mais aujourd'hui, selon le contrôleur sur lequel vous tombez, s'il comprend mal pourquoi c'est aussi facile d'échanger des cryptos, pourquoi, en fait, tout simplement, en me connectant sur mon ordinateur, je peux faire 10, 20 échanges dans la journée. Et là-dedans, selon les contrôleurs, on peut avoir des requalifications qui sont totalement incompréhensibles. Bon, alors après, il y a des recours qui existent. On peut demander le supérieur hiérarchique et éventuellement le tribunal administratif. Mais bon, dans la pratique, quand même, en général, quand on explique sa situation à l'administration, ça reste quand même des cas relativement marginaux. Mais après, j'espère que les contrôleurs sont quand même de plus en plus formés aux cryptos, non? Parce que s'ils traitent les cryptos comme la bourse, ça va être compliqué. Exactement. Ça commence à être ils commencent à être formés, mais on constate quand même qu'il y en a. Enfin, ça dépend en fait des centres des impôts. J'imagine qu'à Paris, ils sont plus formés que dans le petit centre des impôts local. Et c'est là la difficulté, c'est que des fois, c'est aussi le travail de l'avocat que d'avoir cette pédagogie avec l'inspecteur des impôts, parce que le contribuable lui-même qui est à fond dans les cryptos, qui pour lui c'est limpide, et il ne comprend pas que son interlocuteur, lui ne soit pas dans ce milieu, c'est parfois bien aussi d'avoir cet intermédiaire qui est là pour traduire, entre guillemets, parce que des fois même, c'est même pas entre guillemets, c'est vraiment traduire mot pour mot, parce qu'il y a beaucoup de mots anglais, auprès de l'inspecteur pour bien qu'il comprenne la situation. Mais je dirais que ça reste quand même des cas assez marginaux, les requalifications, heureusement, mais il y en a par contre. Enfin, il y en a. Voilà. Ça marche, ok. Je rappelle qu'on va donner un code promo. On peut peut-être le donner maintenant. Il est 21h35. Ouais. Un code promo pour Bruso Dubuc, justement, Bruso Dubuc, ton cabinet, Anthony, enfin le cabinet dans lequel tu travailles, qui permet justement. Le premier appel est gratuit, tu nous disais, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre un rendez-vous, discuter avec vous, vous répondrez aux questions qui ne nécessitent pas une expertise approfondie. Et ensuite, si jamais il y a besoin de pousser un peu parce que le dossier est complexe, ça vous proposerait un accompagnement personnalisé. Et exactement, en fait, nous on part du principe qu'on souhaite quand même déjà démocratiser le marché de la crypto, premièrement, et surtout, en tant qu'avocat, on essaie quand même d'avoir une plus-value, de ne pas répéter ce qu'on peut trouver tout simplement sur Internet. Donc nous, notre manière de travailler, c'est que les gens prennent contact avec nous, on organise un rendez-vous, ils nous présentent leur situation. Si c'est des questions qui ne présentent pas une difficulté particulière ou qui ne demandent pas l'intervention d'un avocat pour rédiger des actes, pour faire une procédure ou autre, on y répond bien volontiers. Et il y a plein de personnes qu'on rencontre qu'une seule fois et on répond et puis après ils repartent, quoi. Mais ça fait aussi partie du métier, je pense, que de partager cette connaissance et d'essayer, voilà, nous on essaye vraiment d'avoir de la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Ça marche. Je mets le code dans le chat, du coup c'est BD Toast pour Bruso Dubuc Toast. Et donc avec ça, si vous allez contacter le cabinet Bruso Dubuc, vous aurez 20% de réduction si jamais vous avez un accompagnement donc pour déclarer vos cryptos et pour voir votre fiscalité avec eux. On va faire aussi un petit quiz après pour faire gagner des passes sur le site Coconut de Patrick pour pour avoir son rapport fiscal simplifié de façon automatisée. Valentin, Clément, je ne sais pas si vous aviez des sujets que vous vouliez aborder
Mais je pense que ce serait cool Je monopolise la parole. Ouais, on avait prévu peut-être de parler un peu de la fiscalité, ce qui se passe ailleurs que la France, ce qui se passe un peu chez nos proches voisins et aussi dans d'autres pays comme les États-Unis ou des pays asiatiques, pour voir un peu comment est-ce que eux ils gèrent la fiscalité. Je pense que Anthony là-dessus, tu es assez calé, donc ça peut être intéressant si on fait le tour un petit peu rapidement. Je sais Parce pas. qu'on est les pires en France aussi. C'est un retour qu'on a eu la dernière fois. On n'a pas assez parlé des pays, d'autres pays francophones comme la Belgique, la Suisse, tout ça. On a beaucoup parlé de la France. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Belges, de Suisse ou autres qui nous regardent, luxembourgeois. On peut faire un petit tour, ça. Oui, avec plaisir. Moi, je peux peut-être introduire effectivement le sujet. Après, bon, je connais pas tous les pays, hein, je connais pas la fiscalité de tous les pays. Nous, au cabinet, ça nous arrive parfois effectivement d'avoir des personnes qui viennent nous voir et qui s'interrogent sur l'opportunité éventuellement de partir à l'étranger quelques années pour réaliser leurs gains en crypto-monnaie. Hein. Donc, enfin, c'est des cas assez rares parce que ça représente la nécessité de vraiment s'expatrier pendant un an ou deux. Donc c'est plutôt des profils, généralement des gens assez jeunes, qui n'ont pas encore d'attache familiale, etc. Et qui sont prêts en fait à partir 1 an ou 2 ans pour réaliser leurs gains et ensuite revenir ou rester hein, d'ailleurs, ou faire un tour du monde. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que nous, on essaye quand même de les accompagner sur toute la procédure, et notamment d'abord dans le choix du pays. Et donc pour revenir sur les pays francophones, on a quelques voisins qui sont sont plutôt attractifs. Alors la Belgique, ils ont un système qui est un peu le même système qu'ils ont pour tous leurs gains en capitaux. De manière générale, en fait, ils vont regarder si on se comporte comme un bon père de famille. C'est un peu, d'ailleurs, ça se rapproche un peu de ce qu'on a en France avec l'occasionnel et l'habituel. Si on reste dans la gestion d'un bon père de famille, les plus-values ne sont pas taxées en Belgique. Et à l'inverse, par contre, si on est professionnel, on va relever des revenus des entreprises. Et en Suisse, c'est à peu près la même chose d'ailleurs. D'ailleurs, dans la plupart des pays, il y a cette distinction entre professionnel et non professionnel. En Suisse, c'est pareil, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Vous avez parfois un impôt sur la fortune, mais dont le taux est extrêmement faible, et ça dépend des cantons. Mais la Suisse est quand même très crypto-friendly, sachant que selon les cantons, vous pouvez également payer vos impôts en crypto-monnaie. Donc c'est quand même assez confortable, et je trouve que c'est une belle preuve d'innovation et de dire qu'ils veulent s'instruire, s'introduire dans cette démarche de développement de ces technologies. Donc nos voisins francophones parmi les francophones, on n'est pas dans le top au niveau fiscalité, mais bon, la France est connue pour ça. Et c'est aussi flou la frontière professionnelle et non professionnelle. C'est aussi flou dans les autres pays. Alors là, j'avoue que je connais moins. Nous, on a un cabinet d'avocats français, donc on accompagne les gens pour partir à l'étranger. Après, connaître dans le droit fiscal dans le détail, j'imagine qu'il doit y avoir des zones d'incertitude comme on en a ici en France. En France, il faut quand même se rendre compte que le BOFIP français, la doctrine administrative française, est quand même assez détaillée. Donc, en Belgique, c'est quelque chose qui est très connu, cette notion de père de famille et de pro, enfin de non père de famille, on va dire. Ouais. Donc peut-être qu'ils ont plus de documentation là-dessus. Je pense que chaque administration a ses propres critères, mais grosso modo, on doit être dans les mêmes ordres d'idées. Et c'est où que les gens partent alors? Ils vont dans quel pays surtout? C'est où qu'il fait bon cash out? Ça dépend vraiment des affinités des gens. Il y en a qui ont des doubles nationalités, donc c'est plus facile. Il y en a qui préfèrent rester dans l'Union européenne, et encore une fois pour des raisons de facilité, parce que avec la libre circulation des personnes, c'est beaucoup plus simple que d'aller à l'étranger, enfin, hors de l'Union européenne. Il y a la barrière de la langue, comme on le disait, là on a nos pays francophones, mais il y a le Portugal qui aujourd'hui ne taxe toujours pas les crypto-monnaies. Bon, on ne sait pas pour combien de temps, mais il y a l'Allemagne aussi qui a pris cette décision. Donc selon les affinités climatiques aussi, c'est même politique, c'est un tout qui fait que le contribuable va s'orienter vers un pays ou un autre.
Et nous, notre but, c'est un peu de faire des petites fiches, de décrire un peu les pays, et ensuite de l'accompagner, parce qu'il y a certaines formalités à accomplir quand même quand on part de France, avec ses employeurs, etc., éventuellement. Donc on essaye de fournir un accompagnement, en tout cas jusqu'à la frontière, on va dire. Parce que oui, finalement, c'est un choix de vie. C'est pas peut-être certains dans le chat doivent se dire il suffit d'aller à l'étranger, d'y rester une semaine, de retirer, c'est fini. Il faut non bien comprendre ça, exactement. C'est que ça doit vraiment être un choix de vie. Il y a tout un mode de vie qui va changer et il faut le garder pendant au moins un an, mais nous on propose un peu plus en général pour que il y ait une vraie réalité derrière tout ça. Donc ça concerne un nombre de cas minime, mais qu'il faut quand même mentionner. C'est pas tu pars pour 6 mois et un jour, tu caches tu reviens. Non, ça marche et pas. on nous demande comment ça se passe pour Malte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de streamers, beaucoup de gens dans les cryptos qui partent à Malte. Tu connais un peu Malte? Oui, je connais. Il y a déjà allé une fois à titre personnel. Effectivement, je connais. Et effectivement, ils ont pris Malte est une nation qui est assez crypto-friendly en réalité, qui a commencé assez tôt à s'intéresser à la crypto-monnaie et à la réguler un petit peu. Et aujourd'hui, pareil, en fait, on est sur un régime où il n'y a pas d'imposition sur les crypto-monnaies à Malte. Donc, c'est un état qui est intéressant. Après, il faut parler anglais. Donc, parfois, les gens qui viennent nous voir ne parlent pas anglais, donc c'est compliqué. Mais ça fait partie des destinations qu'on peut envisager si on a envie d'être sur une île pendant un an. C'est envisageable. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs là-dedans, dans le poker, les cryptos, c'est vrai que c'est un peu lié quand même. Exactement. Ok. Oui. Je te passe ta main, Valentin. Il me semble que tu as des sujets qui fâchent. Allez, je prends la main. C'est pas des sujets qui fâchent, des sujets qui sont intéressants et qui changent beaucoup. C'est tout ce qui tourne autour de la finance décentralisée, la DeFi. Quid des structures décentralisées, quel statut elles ont, quels risques elles ont. Il y a eu hier Ladan qui a fait un petit post, un petit tweet sur des changements de position des GAFI, si je ne dis pas de bêtises, concernant toutes les personnes qui peuvent créer des smart contracts. Des développeurs sont notamment ciblés par ce changement-là. La première question, c'est quel est le statut, comment fonctionne une entreprise comme AAV, par exemple, ou Uniswap, ou Compound, tous ces protocoles-là, comment ils fonctionnent, quelle est la régulation qui les concerne, et est-ce qu'un jour, si la régulation est plus forte, particulièrement en Europe, que ce soit avec ce nouveau GAFI qui vient d'arriver, ou Mika qui nous attend l'année prochaine en Europe, est-ce qu'ils sont en danger? Alors, est-ce qu'ils sont en danger? C'est une vaste question. Alors, Mika, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ça vise quand même un type particulier d'entreprise qui est ceux qui ont vocation. C'est ça, grosso modo, c'est les plateformes qui permettent d'échanger les crypto-monnaies. Est-ce qu'ils sont en danger? Je ne pense pas, à partir du moment où. Non, je ne pense pas qu'ils soient en danger. Il va falloir évidemment qu'ils s'adaptent, qu'ils comply entre guillemets avec la réglementation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, effectivement, le régulateur européen et le régulateur français essayent de prendre la main sur ces plateformes. Alors, le fait qu'elles soient décentralisées, j'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure ça va jouer en leur faveur ou en leur défaveur. Mais à mon avis, le régulateur a conscience de l'existence de ces plateformes. Ça va se développer, on le voit, la finance centralisée, ça explose depuis un an, un peu plus d'un an. Donc il n'y a pas de raison de les sanctionner inutilement. Mais par contre, il va peut-être y avoir des obligations réglementaires à respecter. Ce sera à voir dans l'avenir. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de danger. Mais effectivement, il faut se faire accompagner. Alors nous, au cabinet, on n'accompagne pas encore, enfin, on ne fait pas de régulation. Il y a des cabinets parisiens qui sont bien plus doués que nous là-dedans. Donc nous, on reste à notre place, qui est plutôt l'accompagnement des entreprises. Tout ce qui est PSAN et tout, c'est ça? Voilà, exactement, tout ce qui est PSAN, prestataire sur actifs numériques. Nous, aujourd'hui, on ne le fait pas, parce que il faut savoir rester dans son domaine de compétences. Nous, on est un cabinet de droit des affaires, on accompagne les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers. Donc, tous ces aspects-là, on les fait. Par contre, dès qu'il s'agit des introductions
capitalistique, etc., du droit de la régulation. Il y a des cabinets parisiens qui le font très bien. Et voilà. Mais honnêtement, il y a des enjeux qu'il va falloir que le régulateur européen et français prennent en main. Et je pense que parler de danger, c'est un petit peu, à mon avis... Ok. Et on voit quand même qu'il y a un gros renforcement de la réglementation autour de la lutte anti-blanchiment, de contrôler finalement les mouvements de capitaux. Et en fait, c'est vrai que la finance décentralisée, je pense que le premier enjeu, c'est d'arriver à identifier les investisseurs. De la même façon qu'au début, c'était facile d'acheter des cryptos. Maintenant, c'est extrêmement régulé. On ne peut pas acheter des cryptos sans avoir montré patte blanche, voire quasiment être passé par les mêmes procédures que pour ouvrir un compte bancaire. Et on voit bien que les cryptos, il va vers ce même type de réglementation, avec une première priorité d'identifier les gens qui rentrent et donc comment on va pouvoir contrôler leur identité en fait. Et je pense que ça va quand même dans le bon sens parce qu'encore une fois, plus il y a de réglementation, alors ça peut paraître plus contraignant, mais c'est une façon aussi de rendre ce monde des cryptos plus attractif, plus propre entre guillemets. Donc la réglementation, elle a des bons et des mauvais côtés, mais elle a quand même un bon côté de nettoyer un peu le marché de toutes les arnaques, ce qu'on a pu évoquer au début avec des cryptos qui sortent un peu n'importe comment, ça a le mérite de faire quelque chose de propre et de structuré. Oui, il faut trouver le juste milieu entre innovation et régulation, mais la régulation, c'est surtout aussi, mais ça permet aussi de protéger les consommateurs, les traders, les particuliers. Il y a quand même des belles choses derrière. Exactement. La réglementation, après, c'est la protection. J'allais dire, ça pose la question de à quel point on est décentralisé du coup. Est-ce que le principe de la décentralisation, est-ce que c'est pas finalement de pouvoir agir sans avoir un contrôleur, sans avoir un intermédiaire, sans avoir... Donc, il y a peut-être des sujets là-dessus. Comment articuler protection, sécurité et décentralisation. Ouais. Après, Valentin, il me semble que Uniswap, la V3, ils sont justement en train de préparer un peu ce terrain de régulation, de s'y conforter, de s'y plier. En tout cas, et tous les protocoles, j'en discutais avec certains gros acteurs il y a quelques jours, effectivement, tous les protocoles se rendent bien compte qu'il va y avoir un changement de doctrine, un durcissement, je ne sais pas comment appeler ça, qui prend la voie de quelque chose de préjudiciable pour l'écosystème parce que, là Anthony, tu connais sans doute bien plus que moi, mais la réglementation française ou européenne a l'habitude de faire du neuf avec du vieux et de ne pas comprendre les enjeux qu'elle régule. Donc en l'occurrence, là, ça viendrait impacter de plein fouet parce que par définition, la lutte anti-blanchiment ou de lutte contre le terrorisme sont des choses qui sont clés, mais faire un KYC à la connexion du site AAV ou Uniswap, ça n'a pas tellement de sens a priori, quoi. On va repasser un petit peu sur Coconut si ça vous va. Je sais pas si tu as mon écran, Clément, je peux montrer, là on a fait un tuto aussi il n'y a pas longtemps, je vais mettre ça dans le chat. Si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble, on en a parlé en début d'émission. D'ailleurs, le live sera retranscrit sur YouTube, pour ceux qui ont loupé le début. Mais voilà, on a fait un petit tuto. Clément, c'est toi qui l'as fait, où tu expliques vraiment comment tout fonctionne, comment lier ces échanges, comment déclarer les impôts. Ouais. Donc voilà, j'ai mis le lien dans la description. Très Et complet, on avait justement, pour introduire, on va faire le petit quiz là bientôt, je pense, avec des accès Coconut à gagner. Et Clément, il me semble que tu avais peut-être 2-3 questions pour Patrick. Ouais, je voulais savoir, vu que toi tu viens de la finance traditionnelle, comment est-ce que tu perçois un peu l'évolution vers laquelle on va, vers les banques aussi, ou les institutionnels qui arrivent dans le monde des cryptos. Toi, comment tu perçois ça? Est-ce que tu penses que ça va trop vite peut-être, ou je sais pas trop si tu as des choses à dire là-dessus. Trop vite, sûrement pas en fait, parce que on discute beaucoup avec tous les acteurs institutionnels en fait de la finance. En fait, jusqu'à, on va dire, il y a encore 6 mois, ils regardaient tout ça d'un peu loin en fait. Les seuls qui sont rentrés un peu, c'est Fidelity Investment aux États-Unis. Et on avait quand même très peu d'acteurs traditionnels qui allaient vers les cryptos. Donc là maintenant ça commence à s'accélérer un tout petit peu, on va dire. Donc le fait qu'il y ait PayPal, Venmo, enfin c'est pas des acteurs institutionnels, mais enfin c'est des premiers acteurs de la finance, on va dire. Surtout aux États-Unis. Ouais. Surtout aux États-Unis, voilà. En France, en Europe, c'est un peu plus lent, mais il y a quand même Boursorama qui a lancé un service d'agrégation de soldes, au moins. Donc depuis son compte Boursorama, on peut consulter sa balance en fait sur je
sais plus, 2 ou 3 exchanges, mais bon, on va dire que c'est un premier début, donc on peut toujours pas voir ces transactions, on peut pas toujours agréger tous les exchanges, mais bon, c'est un premier début, donc il y a quelques orteils, on va dire, qui commencent à arriver. Les banques n'ont pas encore un pied complet dans le monde des cryptos, mais on espère que ça va arriver. Ouais. On espère que 2021 va être l'année un peu du changement. À voir comment l'Europe, si elle accélère aussi, si elle emboîte le pas aux États-Unis, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu de gros fonds d'investissement ou de banques encore se lancer dans les cryptos, en tout cas en France. Non. Mais il y a des trucs qui arrivent quand même. Je crois que c'était la semaine dernière, AXA, la branche suisse de AXA, donc l'assureur AXA qui a commencé à accepter plusieurs crypto-monnaies, dont le Bitcoin, et ça c'est un geste déjà. Exactement, ouais. Je pense que le geste le plus fort, ce sera quand un État permettra de payer ses impôts en Bitcoin. Donc tout à l'heure, on parlait de la Suisse, le canton de Zug, je crois. Il y a Miami aussi, non? Ouais, c'est alors je sais plus si c'est je crois que l'État du Wyoming, en tout cas aux États-Unis, permet aux habitants de payer ses impôts en Bitcoin. Et en fait, pourquoi ça c'est important? Parce que finalement, la monnaie, elle a une valeur quand l'État, en fait, lui donne un rôle, et le meilleur rôle qu'elle peut lui donner, c'est de pouvoir payer ses impôts dans la monnaie, quoi. Donc, si on peut payer ses impôts en Bitcoin, c'est un vrai signe fort, en fait, que l'État commence à faire rentrer cette crypto comme une monnaie, comme les autres, en fait, dans l'écosystème de l'État. Donc ça sera un signe très très fort, en fait. Mais que les banques y aillent déjà en premier, ça sera aussi très bien, et tout le monde sera très content. Merci. Je vous propose qu'on fasse un petit moment un peu plus interactif, enfin c'est déjà très interactif, mais avec les spectateurs, un petit quiz. On a préparé 7-8 questions, il me semble, Clément. Ouais, on en aura 9. 9 questions. À la clé, je sais pas, Patrick, combien il y a d'accès Coconut à gagner. Pour les meilleurs ou pour les moins bons. Ouais, c'est 9 questions, 9 vainqueurs, 9 accès. 9 accès, pas mal. Oh, bien. Aux 9 premiers. Beau geste. Du coup, Clément, je te laisse expliquer comment tout ça fonctionne. Sur mobile, sur PC. Alors, tout le monde peut participer, mais pour que votre pseudo soit affiché au classement à la fin, donc si vous êtes premier jusqu'à 9, pour qu'on puisse savoir que c'est vous qui avez gagné, il faut que vous cliquez sur un petit plugin qui est à droite du stream. Donc juste au niveau du chat, vous avez un petit plugin qui s'appelle QuizKit, et il vous suffit d'appuyer dessus et d'autoriser l'application, enfin le plugin à se connecter à votre compte Twitch, et ensuite on aura juste des questions auxquelles il faut répondre, et celui qui aura les meilleures bonnes réponses et surtout le plus rapide aura le plus de points. Voilà, donc sur mobile, je sais pas si on voit, mais c'est une petite icône ici là. Ah, c'est en bas à droite, pour les mobiles, ouais. Voilà, faut cliquer dessus et faut autoriser l'accès. C'est ça. Et donc vous pouvez participer si vous voulez, Patrick, Anthony. Si vous êtes sur le stream, ouais, n'hésitez pas. Patrick, si tu gagnes comme ça, tu pourras en donner un de moins. Exactement. Ouais. Toujours ça de prix, hein. Je participe toujours à nos propres concours, moi. dans le doute. Ben allez, hop, je vais le setup. Ah, en attendant, des petites questions. Coconut peut remonter jusqu'à quand? Je crois que j'ai vu 2014 sur votre site, non? Ouais, on remonte jusqu'à 2014, essentiellement parce qu'on pensait que c'était le plus loin auquel on pourrait remonter avec nos utilisateurs, mais aujourd'hui on a quelqu'un qui a remonté jusqu'à 2013 et finalement on a réussi à récupérer aussi, donc on peut remonter jusqu'à quasiment à l'origine. 3 janvier 2009. Dans la continuité de cette question, peut-être plus Anthony, mais Patrick, sans doute tu as la réponse aussi. Jusqu'à quand l'administration fiscale, elle peut demander de remonter, et à quel moment il y a pas droit à l'oubli, j'ai oublié le terme, mais qu'elle ne revient plus en amont, c'est combien de temps? Nous, en tout cas, on peut générer tous les rapports fiscaux, donc depuis 2014, si on a envie de régulariser. Après, Anthony, je ne sais pas quel est le délai de prescription, je te laisse. Alors, le délai de prescription de droit commun, on va dire, c'est-à-dire en temps normal, c'est 3 ans. Donc, par exemple, pour les revenus 2000, l'année 2000, enfin, qu'est-ce qui est prescrit aujourd'hui, depuis le 31 décembre 2020, c'est les revenus 2017. Vous ajoutez 3 et au 31 décembre, c'est prescrit. Bon, après, d'ailleurs, pour les revenus 2017, il y a des exceptions à cause du Covid. Ils ont décalé la prescription de 6 mois. Mais
Grosso modo, la règle, il faut retenir que c'est 3 ans. Et pareil pour 2018 aussi, avec l'année blanche, ils ont encore décalé d'1 an. Mais la règle de droit commun, c'est 3 ans. Par contre, dans certains cas, l'administration fiscale peut remonter plus loin. Par exemple, le cas par exemple des professionnels qui ne se sont pas déclarés en entreprise, c'est considéré comme une activité occulte au sens du droit fiscal. Et là, l'administration fiscale peut remonter beaucoup plus loin. Ça peut être jusqu'à 10 ans. Alors, c'est pareil en cas de fraude fiscale. Donc, en fait, ça dépend du manquement aux obligations. Et le droit commun, c'est 3 ans. Et en cas de manquement, on peut aller jusqu'à 10 ans. Ok. Merci. On ne peut pas frauder donc. Ne fraudez pas. C'est compliqué. Ne fraudez pas chez vous. Sauf si vous estimez que pendant 10 ans, on ne va pas vous découvrir. Fraudez uniquement si vous êtes des professionnels. Non. Bon, allez, on envoie le quiz. Ouais. Alors, normalement, C'est parti. ça va envoyer le. Voilà, ça envoie les règles sur le chat, sur le stream, pardon. Et je vais envoyer ça maintenant. Je vais commencer maintenant, je pense. Est-ce que vous êtes prêts, du coup? Hop, dites-moi si ça s'affiche bien et je vais lire les questions. Il faut cliquer donc sur QuizKit, non, je sais plus. Ouais, attends, alors. Quel a été le premier cabinet d'avocats à accepter les paiements en crypto-monnaie en France? Carrier Avocat, Bruzo Dubuc Avocat, Orwell Avocat ou Hashtag Avocat? Donc voilà, vous avez encore une dizaine de secondes pour répondre à cette question. On en a parlé juste avant, il y a quoi? Enfin, au début du live, je crois. Et voilà, c'est un peu évident quand même. Et là, normalement, c'est bon. Et c'était Bruzo Dubuc. On a eu beaucoup de Orwell Avocat. 27 personnes qui nous ont donné Orwell. 37 qui ont dit Bruzo, donc qui ont bien suivi le live. C'est ça, c'est quand même la majorité de bonnes réponses. Quand même Bruzo qui a gagné, ouais. Alors, seconde question. Quelle ville est favorable au paiement des impôts locaux avec des crypto-monnaies? ETH, qui est une vraie ville en France, Paris, Tourcoing ou Miami? Quelle ville est favorable au paiement des impôts locaux avec des crypto-monnaies? On en a parlé aussi. ETH, Et plus Paris, vous Tourcoing. répondez vite, plus vous êtes points. Il reste On 5 rappelle- secondes. 9 accès coconut à gagner. Attention, vous jouez contre Patrick et Anthony. Tourcoing. Si quelqu'un dit Tourcoing, quand même, je serais assez étonné. Là. On nous dit, Orwell le fait aussi. Ouais, mais la question c'était qui étaient les premiers. Et les premiers, c'était Bruzo Dubuc, les premiers à l'accepter, le paiement en crypto. Et on a eu quand même 2 réponses Tourcoing, mais je pense que c'est du troll. Mais non, c'était bien Miami, le maire de Miami qui est très très Bitcoin friendly et crypto friendly en général. Après, on ne sait pas. Est-ce que le maire de Tourcoing s'est prononcé? Ah. Peut-être Oh. qu'il est extrêmement favorable aussi. Ah, c'était un piège. Alors, dans quel pays une région entière permet de payer ses impôts avec du Bitcoin et de l'Ether? La France, l'Allemagne, la Corée du Sud ou la Suisse? On en a parlé aussi. Anthony, quelle est la crypto avec quelle crypto les utilisateurs, ou en tout cas les gens qui vous payent dans le cabinet, vous payent le plus? Au début, c'était quasiment tout le temps du Bitcoin. Maintenant, on n'a pas de. Enfin, on prend tout ce qu'on a. Je crois qu'on a plusieurs portefeuilles au cabinet. Donc je Le sais plus sur SafeMoon, quelle vous plateforme prenez on est, mais. Pardon? Le SafeMoon, vous allez prendre le SafeMoon? Alors le SafeMoon, on le prenait il y a quelques jours quand il était en train de monter. Là. Non mais en ce moment, les gens aiment bien le Litecoin parce qu'il y a des frais de transaction assez faibles et qu'il est assez facile à obtenir. Donc je dirais que c'est celui, enfin en tout cas que j'ai vu passer là récemment, ouais, ou les stablecoins, type Tether aussi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est recommandé ça, même pour les traders qui veulent passer d'une plateforme à l'autre, Litecoin ou alors TRX, c'est ceux qui ont quand même les frais les plus faibles actuellement. Ok Clément, Ouais. on enchaîne. Et Bah, combien du de coup- bonnes réponses? Du coup, la réponse c'était la Suisse et oui, c'était la Suisse et c'est le canton de Zug qui accepte le Bitcoin et l'Ether pour le paiement des impôts. Prochaine question. Quel pays ne taxe pas les plus-values en crypto-monnaie? Les États-Unis, la Norvège, le Portugal ou la France? Quel pays ne taxe pas les plus-values en crypto-monnaie? Je pense qu'il y en a un, vous le savez tout de suite que vous pouvez l'enlever.
On peut faire la même question avec quel est le pays à l'algorithme le plus complexe. Ah oui, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Et c'était, ça attend la réponse. Normalement c'est bon, ça va arriver. Et c'était le Portugal. On a eu quand même pas mal de Norvège, mais ouais, c'était bien le Portugal qui ne taxe pas les plus-values. Donc vous savez où il faut s'expatrier sur le long terme. Même si ça peut changer rapidement quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai envoyé la prochaine directement du coup. Quel service propose la startup Coconut? Un outil pour faciliter sa déclaration fiscale, une place de marché pour NFT, une plateforme d'échange décentralisée ou un portefeuille Bitcoin? Tout ça dans quelques années peut-être. Ouais. Quel service propose la startup D'ailleurs, Coconut? on en parlera après si vous avez des projets, Patrick, pour la suite. On peut en parler juste là, je pense, Ouais, bon, avec on la peut en question. parler si on fait une petite pause. Allez. Ouais. Ouais, bah en fait, on a à terme, en fait, ce qu'on veut, donc, c'est devenir vraiment l'agrégateur complet, en fait, de toutes les plateformes. Donc, on va rajouter, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus de plateformes. Et après, en fait, on a vraiment en tête de pouvoir faire des arbitrages, finalement, entre ces placements. À partir du moment où on a réussi à avoir la vision consolidée de tous les actifs numériques, pouvoir proposer des arbitrages entre actifs, entre plateformes. Et après, mais ça, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de travailler avec les banques, en fait, de pouvoir faire la même chose, mais pour tout type d'actifs, en fait, de pouvoir faire des arbitrages entre ces placements crypto avec des actions, avec son PEA, avec l'assurance vie. Mais pour ça, on aura besoin de travailler avec les banques. Et vous commencez déjà à travailler un peu avec des banques ou? Alors nous, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé au début, mais nous, en fait, on est entre deux pays, parce qu'on est entre les États-Unis et la France. Et donc, aux États-Unis, on commence à être beaucoup plus avancé. Ouais. Donc, les acteurs américains sont un peu plus ouverts sur ces sujets-là. Et donc, on a deux pilotes en cours. On travaille avec deux banques. Ouais, tout à fait. Okay. Travailler avec l'ennemi, on nous dit. Enchaînons sur la prochaine question. Ouais, ça part. La 6e question. Jusqu'à quel montant les contribuables sont exonérés d'imposition sur leur plus-value en crypto-monnaie? 305 €, 42 €, 1 € symbolique ou 5000 €? Anthony, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans cette question. J'ai eu un doute quand je l'ai faite. Ouais. Ce que j'allais dire, en fait, je pense qu'il y a une petite erreur. Ok. Peut-être c'est la formulation qui n'est pas correcte. C'est le montant des sessions, en fait. Hein. C'est pas le montant des plus-values, c'est le montant des sessions. Aïe, ah ouais. Profitons-en Si pour t'as acheté. Si tu vends pour plus de 305, tu es imposé, en fait. C'est pas la plus-value, mais c'est le montant des ventes. Ok, c'est encore plus fourbe. Donc il faut commencer avec 1 €, monter à 305. Ok, ouais, excusez-moi pour l'erreur de cette question, mais je pense que on a quand même, voilà, on a une majorité de bonnes réponses à 305. C'est le chiffre qui est connu. Pour la petite histoire, on a quand même bien régressé depuis avant 2019, parce que avant 2019, le régime c'était celui des biens meubles et les cessions en dessous de 5000 € étaient exonérées. Donc peut-être le régime était assez favorable en fait finalement, l'ancien régime. Par an, c'est ça aussi. C'est mieux, mais Par session, c'est dès que tu avais une session en dessous de 5000, elle était. Donc si tu faisais 10 sessions par session, tu n'étais pas imposé. Ouais. Donc c'était beaucoup plus favorable. Ah oui, carrément. Mais Clément, en fait, je pense que tu es complètement pardonné parce que honnêtement, la fiscalité est tellement compliquée que je pense que même les experts ne s'y retrouvent pas. Ils font des erreurs. C'est trop complexe. Ouais. C'est un métier. C'est un vrai métier. Ouais. Passons à la prochaine question. Question 7. Parmi ces 4 pays, lequel taxe le plus les plus-values sur crypto-monnaie? La Belgique, la Slovénie, la France ou l'Allemagne? Là, la réponse est assez évidente. Également, j'espère qu'on aura que les bonnes réponses. Donc il y a un bashing de la France, Clément. pas du tout. Il y a un pays qu'on n'a pas abordé, mais Si la MF nous regarde, Clément. moi je pense qu'ils doivent être là, t'inquiète. Après, tu veux les recevoir en live et tu les bâches. Ça marche pas comme ça. On n'aura personne, chef. On n'aura personne. C'est encore en attente. J'attends pour reveal. Et voilà, c'est bien évidemment la France. Il reste 2 questions. Ouais, il reste 2 questions et je pense qu'on va enchaîner directement. J'attends je peux pas encore l'envoyer. Ça arrive. Avant-dernière question. Les donations de crypto-monnaie à un enfant sont toujours exonérées d'impôts, peu importe le montant, génèrent une imposition de la plus-value chez le donateur, peuvent bénéficier d'un abattement de 100 000 € tous les 15 ans ou sont interdites.
Donc là, on va avoir Anthony qui va nous donner beaucoup plus d'infos là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde dans le chat qui va sûrement avoir besoin de réponses. Et je n'ai pas pu mettre la réponse complète. C'est un abonnement de 100 000 euros d'un par an, je crois. Tous les 15 ans, tu pourras le préciser, Anthony. Mais voilà. Ouais, alors effectivement, les donations de crypto-monnaies, c'est un sujet dont on parle pas souvent, mais qui peut en fait être extrêmement intéressant parce que donc on va en fait donc chez la personne qui donne, ça vous permet de purger des plus-values. Parce qu'en fait, quand vous cédez quand vous donnez vos crypto-actifs, vous ne payez pas de plus-value. Donc, si vous avez fait une grosse plus-value, vous allez pouvoir en purger une partie en les donnant à vos enfants. Deuxièmement, les enfants, eux, vont recevoir les actifs. Normalement, il y a des droits de donation qui s'appliquent, mais dans le régime de droit commun des donations, qui marche pour les bitcoins, pour les crypto-monnaies, mais pour tout type de donation, vous avez un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 2 parents qui ont tous les deux des actifs numériques, qu'ils ont 2 enfants, et chaque parent peut donner 100 000 euros à chaque enfant. Donc en tout, ça fait 400 000. Et ça se régénère tous les 15 ans. Donc c'est assez intéressant et il y a pas mal de petites stratégies comme ça qu'on peut mettre en place pour essayer de purger les plus-values et transmettre une partie de son patrimoine de cryptoactifs. Ça peut être intéressant. Et alors là, c'est marrant parce que récemment... Pardon? Non, vas-y. J'allais dire récemment, on a eu des questions aussi sur les trusts. Donc c'est un sujet aussi qui est assez intéressant, mettre des crypto-monnaies en trust. Donc il y a plein de petits sujets comme ça pour organiser sa succession, etc., qui peuvent être utilisés avec des petits outils juridiques. Bon. En trust, ça veut dire? En trust, ça veut dire qu'en fait, alors un trust, en fait, c'est on n'a pas vraiment d'équivalent en droit français, peut-être la fiducie. En fait, on a le constituant, c'est la personne qui va confier ses biens en fait à un administrateur, qui est donc soit une personne physique, soit une personne morale, qui va être chargée de les gérer et ensuite de les retransmettre peut-être à quelqu'un d'autre. Et donc généralement, c'est aux héritiers. C'est un mécanisme qui est très connu en droit anglo-saxon, qui permet d'organiser sa succession, de planifier. Bon, alors en France, on a la limite de la réserve héréditaire, bien sûr, mais c'est un mécanisme qui permet de transférer entre guillemets la propriété. C'est même pas vraiment un transfert de propriété. On transfère la gestion de ces actifs à un administrateur qui ensuite sera chargé de les remettre à quelqu'un d'autre et souvent nos héritiers. Et petite question que je vois dans le chat et que je me pose également, si tu donnes 100 000 euros et que 10 ans plus tard ça devient 200 000 euros, il se passe quoi? Tu es complètement exonéré? Il n'y a pas de plus-value? Donc il faut bien déclarer le don à l'administration au jour de la donation, comme ça fige la valeur au jour de la donation. Et ensuite, si le cryptoactif augmente, il a été donné, donc la plus-value pèse maintenant sur les enfants qui ont bénéficié de la donation. Et s'ils veulent ensuite les vendre à 200 000, la base de calcul de la plus-value, le prix d'acquisition fiscale, ce sera la valeur qui aura été déclarée lors du don, donc 100 000. Donc il y a quand même une plus-value, ok. Ça marche. Ok. Après, faut bien expliquer que c'est pas forcément simple, je pense, à mettre en place. Il y a beaucoup de règles et pour ça, vous accompagnez du coup des gens. J'imagine. Est-ce que vous avez déjà des cas de gens qui ont fait ça et vous les avez aidés à mettre tout ça en place? Oui, bien sûr. Alors oui, c'est typiquement des sujets sur lesquels on accompagne les clients parce qu'il y a un arbitrage à faire. Voilà, sur est-ce que je fais une donation maintenant? Est-ce que j'attends? Parce que, comme je vous ai dit, les abattements se régénèrent. Donc parfois, les gens ont déjà donné. Mais ça peut quand même être pertinent pour purger des plus-values de quand même donner malgré le fait que l'abattement ait été consommé parce que les premiers taux en donation entre parents et enfants sont assez faibles, on est sur du 20%. Donc ça peut parfois être intéressant de purger comme ça des plus-values en faisant des donations. Donc oui, c'est typiquement des sujets sur lesquels on va accompagner nos clients pour organiser leur patrimoine. On nous demandait un peu les degrés de donation et tout, si enfant d'un autre, femme, tout ça, ou je sais pas, petits-enfants. Ouais, voilà. Bon, alors, non, mais c'est possible aussi de donner, par exemple, un grand-parent qui donne à ses petits-enfants, il y a un abattement de 31 000 euros.
Donc, Ah, c'est pas les mêmes montants, il y a des règles un peu différentes à chaque fois. toutes les règles sont différentes selon les liens de ok. parenté. Et selon. Ça peut être aussi une manière de transmettre quelques petites choses à ses petits-enfants. Et quelqu'un qui nous demande est-ce que ça fonctionne de la même façon avec un ascendant, du coup, plutôt qu'un descendant? Oui, ça marche dans les deux sens. Ok. Excellent. Et on continue, Clément. Ouais, je crois qu'il reste une question. On va envoyer la dernière question maintenant. Et on va voir les 9 gagnants. Alors, dans le cadre des obligations de déclaration des comptes à l'étranger, laquelle de ces 4 propositions est fausse? Je dois déclarer un compte Revolut, je dois déclarer un compte sur CoinHouse, je dois déclarer un compte sur Binance, je ne dois pas déclarer un cold wallet. Donc il y a une proposition qui est fausse. Et ensuite, on aura les 9 gagnants. Je plaide coupable sur cette question parce que c'est moi qui l'avais préparée. En plus, il y a une double négation, du coup, j'ai vu. Ouais. Laquelle est fausse? Ne pas. Je me le suis dit, je l'ai envoyé quand même. Ouais. Bah, c'est ça, les avocats, on aime bien faire compliqué. Ah bah oui, je crois que la double négation, elle a dû en piéger plus d'un. Ah, c'est bon. Ouais, on a eu 14 CoinHouse et la majorité a pensé au code wallet. Je pense que c'était la formulation. Faut savoir combien tu as sur ton cold wallet pour pouvoir savoir exactement combien tu as alors que tu fais une session. Joli piège. Mais tu dois pas le déclarer. Tu déclares pas un code wallet comme un échange international. Tu le déclares pas comme un compte étranger, mais voilà. Par contre, toutes les transactions, tu dois les reporter pour qu'elles rentrent dans le calcul de la flat tax, tout à fait. Ouais. Donc on va regarder les 9 gagnants. J'espère qu'on... Et donc du coup, pour CoinHouse, la réponse c'est parce que c'est une entreprise française. Ouais. Donc c'est pas un compte qui est à l'étranger. Et on se demandait, est-ce que si une plateforme autrichienne comme Bitpanda qui a le PSAN, est-ce qu'il faut la déclarer du coup? Oui. Okay. Oui. C'est... Enfin, le fait qu'elle ait le PSAN ou pas le PSAN, c'est le droit fiscal ne le regarde pas vraiment. On va regarder la nationalité de la société en fait qui détient, qui est propriétaire de l'exchange. Ok. Bon, on va regarder les résultats. Gagnants. Ah, eh bien, on a Thomas, Thomas en 6ème. Bah, bravo à toi, Thomas. J'ai loupé la première question. Donc, voilà, expert en fiscalité. Mais j'offre mon lot, bien entendu. On a les 5 premiers ici, donc je vais éviter, je pense, de dire les pseudos parce que je vais les écorcher. Malheureusement, on a un 9ème qui n'a pas activé le petit bouton, donc on va pas pouvoir avoir son nom, désolé pour lui. On peut citer le premier quand même, c'est Copernic. Copernic à 152 000 points, très serré avec Chiwidu à 149 000 points. Copernic, il rigole pas, lui. À la fiscalité, il connaît. Final result. Alors Chiwidu, c'est mon compte, donc celui-ci, je vais le donner. Patrick, t'es pas dedans? Alors, faut pas se moquer du pseudo du coup. Non, je suis arrivé que 12ème, donc je suis pas dedans. Non, le 12ème, c'est moi, mais j'ai pas eu le temps de créer mon... Ah, faudra faire attention, il y en a quelques-uns. Donc du coup, il faut enlever Copernic. Donc Larry Bambel qui est 2ème. Nukifa qui est 3ème. Alanomi 4ème, du coup Thomas faut l'enlever aussi. Anarchetil, je pense, qui est 5ème. Sébastiès qui est 6ème. Arnaud 38 qui est 7ème. 8ème Colgate Max White. Et 9ème Siart. Bravo à tous. Voilà tout le résultat. On espère que ça vous aura appris 2-3 trucs quand même, c'est le but aussi. Apprendre en s'amusant. Anthony, dans les questions complexes sur la DeFi, dans la famille questions complexes, dans la DeFi, j'en ai une autre pour toi, qui se pose beaucoup justement dans l'écosystème DeFi que j'affectionne particulièrement, tu l'auras compris. Avec les protocoles comme Aave ou Compound toujours, imaginons j'ai acquis un Bitcoin à $3 000 l'année dernière pendant la première partie de l'année, qui vaut du coup aujourd'hui, je sais pas, 53 000 $. Si je le lock sur Aave, que je le donne à une plateforme comme Aave ou Compound pour en sortir un prêt, donc j'utilise comme collatéral, je sors un prêt de 30 000 $ et je vais dépenser cette somme-là dans la vraie vie. Comment ça marche? Est-ce que c'est censé être une plus-value, mais comme c'est un prêt, c'est pas vraiment une plus-value? Est-ce qu'on a déjà quelques indications dans ce sens-là ou pas?
Alors, c'est une question qui est très intéressante. Donc, effectivement, c'est le sujet de la mise en collatéral des jetons pour pouvoir emprunter sur la finance décentralisée. Alors, selon les protocoles, mais de manière générale, en fait, la mise en collatéral ne vous fait pas perdre la propriété de votre actif. Tant qu'il n'est pas liquidé, en fait, c'est-à-dire tant que son cours alors, ça dépend de ce que vous avez emprunté. Si vous avez emprunté des monnaies fiat ou si vous avez emprunté d'autres actifs numériques. Mais la règle, c'est que si le cours de l'actif que vous avez collatéralisé descend trop, il va être liquidé pour pouvoir assurer le remboursement du prêt. Dans ce cas-là, potentiellement, et vous allez ensuite pouvoir garder éventuellement les sommes que vous aviez empruntées. Dans ce cas-là, il peut y avoir un fait générateur de la plus-value si les sommes concernées sont des euros. Tant qu'on reste dans les échanges crypto-crypto, a priori, il n'y a pas de sujet parce qu'en fait, vous avez éventuellement échangé un actif numérique contre un autre. Mais par contre, là où il y a un deuxième sujet de calcul, c'est effectivement, voilà, quand je mets en collatéral ce jeton et que je reçois des nouveaux jetons, des nouveaux actifs numériques, est-ce que ça fait augmenter la valeur de mon portefeuille ? Parce que potentiellement, j'en ai un que je n'ai pas perdu, mais j'en ai reçu un autre. Donc ça, c'est des modalités de calcul qui conviennent, enfin, l'administration ne s'est jamais prononcée, donc a priori, il conviendrait de les neutraliser, mais c'est peut-être des petites questions qu'on peut se poser. Mais en tout cas, quand on est dans le crypto-crypto, il n'y a a priori pas de taxation, et tant que l'actif collatéralisé n'est pas liquidé, a priori, il n'y a pas de taxation, on peut jouir des euros éventuellement ou des dollars qu'on nous a prêtés, sans avoir besoin ensuite de déclarer quoi que ce soit, vu qu'on va le rembourser. C'est pas quelque chose qu'on a acquis définitivement. Donc ça peut être aussi une option pour effectivement ne pas payer la position sur la totalité. Alors je vais me faire la bonne parole, parce que depuis tout à l'heure on parle de ne pas payer ses impôts. Peut-être que parfois la bonne solution c'est de les payer. J'apporte la petite caution à ce live. Mais est-ce que du coup effectivement si on vient placer une partie de ces fonds, comme je l'ai décrit là, ça peut être une solution pour en bénéficier un petit peu dans la vraie vie sans payer la flat tax, à condition qu'on ne soit pas liquidé. Ça peut être une solution, effectivement, sachant que dans tous les cas, potentiellement ces sommes-là vont devoir être remboursées. Et pour le coup, si on doit les rembourser, ça dépend encore une fois des protocoles, mais si on doit les rembourser avec des euros, ces euros-là, ils auront été taxés. Donc, bon. A priori, tout va se neutraliser. Le système est ainsi fait, mais c'est vrai que si on veut en profiter tout de suite, d'ailleurs, c'est comme dans la vraie vie, hein, quand on emprunte à la banque, on n'est pas taxé sur les revenus qu'on emprunte. C'est la même chose. D'accord, ok. Et quand tu dis, dans tous les cas, ça va se neutraliser parce que les euros seront taxés, comment ça? Est-ce que tu peux expliquer ce que je dis, c'est que quand tu empruntes quand tu empruntes sur la finance décentralisée, sauf erreur de ma part, quand tu empruntes des euros, tu dois rembourser des euros. Oui. Voilà. Et ces euros, pour les rembourser, ils sont forcément passés par la case impôt sur le revenu. Alors, tu les as peut-être gagnés par des salaires ou par des cessions d'actifs numériques, mais pour le coup, là, tu auras déjà eu forcément une taxation. Donc, a priori, voilà, c'est comme ça que ça se neutralise. Ok. J'ai vu une bonne question passer, c'était comment on fait quand on n'a jamais rien déclaré comme plus-value les années précédentes? Est-ce qu'on peut régulariser ou c'est trop tard? En fait, déjà, dans le mode de calcul en fait, des impôts de cette année, et ça dans le formulaire 2086, en fait, on fait comme si tout avait été déjà déclaré les années précédentes. En fait. Donc notamment quand on va calculer le prix d'acquisition équivalent, les fractions de capital initial, ça suppose que ça a été déclaré. Donc ensuite, c'est à chacun, et Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est à chacun de faire sa régularisation si on a envie de le faire. Je crois qu'Anthony, que c'est possible de le faire. Non, de toute façon, il vaut mieux toujours régulariser de soi-même plutôt que d'attendre que les impôts viennent nous demander. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des questions similaires. Régulariser. Juste, c'est un point qui est quand même assez important. Il vaut toujours mieux régulariser. Vous allez peut-être payer quelques petits intérêts de retard parce que vous n'avez pas payé votre impôt à temps, mais l'administration se montrera généralement clémente et vous appliquera pas ou peu de pénalités, alors que si elle le découvre a posteriori, potentiellement les sanctions sont plus contraignantes. Donc on peut régulariser tout simplement auprès de son centre des impôts habituel en souscrivant une déclaration rectificative, en fait, tout simplement.
Il y a souvent une question qui revient aussi, c'est est-ce on peut déclarer en retard les plateformes ouvertes à l'étranger? Donc les échanges tels que Binance et tout, est-ce qu'on peut les déclarer si on les a pas déclarés les années précédentes? Et là, c'est pareil, oui, il vaut mieux les déclarer même en 2021 que de pas les déclarer. Oui, oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, l'obligation de déclarer très précisément les comptes d'actifs numériques, elle s'applique que depuis le 1er janvier 2020. Donc, a priori, c'était l'année dernière. Bon, je pense que l'administration est encore une fois tolérante si la première année d'application du dispositif, les contribuables ont oublié. À partir du moment où on régularise et où on déclare bien cette année, a priori, il n'y a pas de difficulté. L'administration n'applique pas de manière sans réfléchir les sanctions. Elle sait que c'est un dispositif qui est nouveau et elle est souvent assez pédagogue quand elle essaye. Ok, j'en profite dans le chat pour vous envoyer un article qu'on met régulièrement à jour sur une liste des adresses des plateformes d'échange à l'étranger que vous pouvez l'utiliser pour votre déclaration. Après, vérifiez toujours l'exactitude des adresses qui sont données. Il y a les sources qui sont systématiquement données, mais ça peut évoluer très vite en fonction de la régulation. Donc, regardez toujours la source. Mais en tout cas, c'est une très bonne base. Je vous drop ça tout de suite dans le chat. Après, tout à l'heure, j'avais vu une question dans le chat aussi. Ouais. C'était une personne qui demandait si elle pouvait imputer les pertes qu'elle avait fait sur le Forex, sur les éventuels gains qu'elle ferait avec les crypto-monnaies. Et alors là, malheureusement, pas imputer les pertes faites sur d'autres gains, d'autres plus-values ou moins-values, à part celle des cryptos, et encore, c'est que celle de l'année, parce qu'on ne peut pas reporter les pertes crypto d'une année sur l'autre. Donc c'est un dispositif qui est assez sévère, qui est d'ailleurs totalement inadapté avec la volatilité du marché, parce qu'il y a des années où ça peut s'écrouler et d'autres où ça peut monter. Mais aujourd'hui, le dispositif crypto ne permet d'imputer que les moins-values en crypto et faites sur l'année. Donc voilà, j'avais vu la question dans le chat, ça peut répondre à la personne. Et j'en profite aussi pour faire un petit rappel avec vous sur comment on calcule ces plus-values. C'est bien sur la totalité, si on peut rappeler rapidement ce petit calcul qui est parfois complexe. C'est pas, par exemple, j'ai mis 10 000, j'ai 100 000, je retire 10 000, c'est pas imposable. Il y a eu du coup 90% de plus-value sur ces 10 000, donc il y en a 9 000 qui sont taxés à 30%. C'est bien ça. Oui, tout à fait, ouais. C'est exactement ça, ouais. Très bien résumé. Ouais. Et c'est vrai que le calcul n'est pas du tout intuitif, et donc nous on a pas mal certains de nos utilisateurs qui nous disent mais moi intuitivement je pensais que j'ai fait X, et en fait comme on fait pas du ligne à ligne, on fait pas du crypto par crypto, mais on raisonne sur l'ensemble du portefeuille, des fois on arrive à des calculs qui sont contre-intuitifs par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Ouais. Donc c'est vrai que cet algorithme PFU il est vraiment pas simple ni à appliquer ni à percevoir, et donc on se retrouve avec des calculs un peu qui donnent pas le même résultat que celui qu'on pouvait avoir en tête. Ouais. Et imaginons du coup, tu mets 10 000 euros dans les cryptos, le marché explose et tes 10 000 euros se transforment en 100 000 euros de crypto. Là, tu décides de repasser en euros. Tu dois donc être imposé sur ta plus-value. Et ensuite, tu es toujours sur la plateforme, tu repasses en crypto et tu perds tout. Là, c'est embêtant, non? Ouais, mais les vêtements imposables, c'est le fait de passer en euros, en fait. C'est pas le fait de sortir les euros de la plateforme, c'est de passer en euros, même si on laisse les euros. Donc là, effectivement, plus-value et ensuite moins-value, on perd tout. Là, c'est dommage. Ouais. Là, il faut payer donc ouais. 30% de 90 000 euros et derrière, tu as tout perdu. Quoi. Que tu n'as plus. Super. Parce que les moins-values sont pas prises en compte. Oui. Non, parce que si tout ça se fait dans la même année, si derrière tu repères tout, de toute façon, tu as une moins-value, et donc sur l'année, la somme de tes plus et moins-values sera à zéro, donc tu n'auras rien à payer. Ouais. Ah, ok. Ça va, d'accord. Et sur 2 années fiscales différentes, là, c'est plus embêtant parce que tu auras payé tes 30 000 euros de plus-value, et puis l'année d'après, tu auras tout perdu, et là, tu ne pourras rien faire. Ah, ok. Je pensais que même sur la même année, ça ne m'aurait pas étonné, mais... J'ai eu un micro-doute aussi. Ouais. Très dur. Et ouais, pour préciser juste les gens qui ont remporté l'accès à Coconut, on va vous MP ce soir ou demain, ne vous inquiétez pas. On vous communiquera ça dès que possible. On va prendre encore quelques questions et puis on va vous libérer. Ouais. On rappelle qu'il y a un code promo pour Bruce Dubuc, 20%, c'est BD Toast. Je le mets dans le chat. Si vous voulez faire appel au cabinet
pour qu'il vous aide si vous avez des cas particuliers ou autres. Et même si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous. Et Patrick, est-ce que tu veux parler peut-être, parce que c'est un sujet quand même sur certaines opérations type airdrop, masternode, etc. Ce qui est intéressant, c'est que nous, avec Coconut, on s'est associé pour faire ce qu'on appelle une question de législation auprès de l'administration fiscale. Donc, c'est une question ouverte qu'on pose à la direction centrale de l'administration, sans donner le nom d'un contribuable en particulier. On lui demande de se prononcer sur le traitement de certaines opérations. Et on a demandé notamment de se prononcer sur tout ce qui était airdrop, masternode, stacking, hard forks. Qu'est-ce qu'on a demandé Je vais mettre l'article. J'ai mis l'article dans le chat, je suis dessus là, si Clément tu veux montrer. Donc peut-être Patrick, aujourd'hui, est-ce que tu veux peut-être indiquer comment tu traites ces opérations sur votre logiciel? Oui, absolument. Ouais, non, donc, très bonne question, très bon point, effectivement. Aujourd'hui, donc, nous, on a envoyé avec Anthony donc, ce document administration fiscale. En attendant, en fait, on a choisi d'avoir la position la plus conservatrice possible pour prendre zéro risque. Ce qui veut dire, typiquement, sur le mining, en fait, il y avait une question dans le chat, là, que je le voyais. Le mining, en fait, même si on reçoit ces cryptos et qu'on ne les convertit pas immédiatement en euros, on est imposé sur les revenus de mining. Donc, il faut valoriser les cryptos reçus au moment de la réception. Et c'est ça qu'on déclare sous le régime BNC dans le formulaire 2042C Pro. Et ensuite, ce qu'on a posé comme question à l'administration, c'est comment on valorisait comment on calculait la cession. Et juste pour confirmer que du coup, on faisait bien la différence entre valeur de cession et on prenait comme référence la valeur d'acquisition dans l'entrée du portefeuille et on appliquait la méthode PFU sur l'ensemble comme pour le reste. Ensuite, sur le stake et les masternodes, on a demandé à l'administration de confirmer que c'était la même règle, donc on appliquait la même chose que pour le mining. Pour le staking, en fait, là, il n'y a pas vraiment de directive très claire en fait sur quelle fiscalité appliquer. Donc nous, on a pris le parti de dire tout ce qu'on reçoit en staking, en fait, on le fait rentrer dans le portefeuille à coût d'acquisition 0. Et donc, il n'y a pas d'imposition au moment où on reçoit les jetons en staking. Par contre, on les imposera quand ils seront convertis en euros avec la même logique de l'algorithme PFU, mais avec une valeur d'entrée du coup à 0, donc qui contribue au prix d'acquisition à 0 dans la valeur d'acquisition du portefeuille. Pareil pour le cashback, en fait, typiquement, même si le cashback, là, on sait qu'on a vraiment été très très conservateur, puisque aujourd'hui le cashback sur les cartes de crédit classiques, il n'est pas imposé. Maintenant, quand on reçoit du cashback en token, en crypto, on sait que derrière, normalement, le cours va monter, donc on ne peut pas appliquer exactement la même logique. Donc là, pareil, on a pris une position conservatrice, on les fait rentrer à 0, ces cryptos ne sont imposées que quand elles sont sorties sous l'algorithme PFU. Donc tout ça, on a posé les questions à l'administration fiscale en demandant de se positionner. Je pense qu'Anthony te confirmera, mais on n'espère pas avoir de réponse d'ici le 9 juin et la date limite de la remise de déclaration. Enfin, effectivement, on a eu un retour de l'administration qui nous a bien confirmé qu'ils allaient transmettre aux services centraux. Et c'est un organisme qui traite beaucoup de questions. Et vu que la question est complexe et qu'il y a beaucoup d'enjeux, je pense, à mon avis, effectivement, on peut toujours espérer, mais il ne faut pas les forcer à se prononcer rapidement, en tout cas. Et on nous demande, est-ce qu'on peut déjà avoir un rapport partiel sur la plus-value de 2021? J'ai cru voir ça sur Coconut. Oui, absolument. Ouais, on peut déjà simuler un peu son impôt 2021. Alors évidemment, c'est même pas un quart d'année, on va dire. Donc, mais ouais, tout à fait. Et on pourra le faire tout au long de l'année. Et encore une fois, l'avantage, c'est comme on paye qu'une seule fois par année fiscale. Si vous payez aujourd'hui pour 2021, vous pouvez le gérer quasiment tous les jours jusqu'à la fin de l'année, si vous avez envie de suivre au jour le jour le montant de l'impôt dû. Ok. Et on rappelle une nouvelle fois que là, la déclaration d'impôt, c'est sur les plus-values réalisées en 2020. Hein. Celles qui ont été faites durant ce début de bull run ne sont pas à prendre en compte dans cette année de déclaration. Absolument, ouais. Ah, ouais. Très bon point, parce qu'effectivement, c'est bien, on parle bien des opérations de l'année dernière, de 2020, ouais, tout à fait. Ça marche. Vous voulez peut-être prendre quelques questions encore? Attends, j'étais en mute. Préciser aussi, je crois, parce qu'on ne l'a pas fait, que cette fiscalité, pardon, elle se fait que si on passe en monnaie fiat, donc en euros ou en dollars.
Donc c'est bien ça, hein, vous me confirmerez. Mais si vous avez du stablecoin, par exemple, vous n'avez pas de déclaration à faire. Juste. Ça tombe complètement, ouais. Pour les investisseurs habituels, Ouais. ça c'est vrai. En stablecoin, pas de souci. Donc ça, c'est aussi une stratégie pour pas payer de plus-value. Quand on passe d'une crypto à l'autre, il faut éviter de passer par l'euro. Pour les investisseurs habituels, comme disait Anthony tout à l'heure, là, même les échanges crypto sont imposés. Donc voilà, le choix du statut, enfin le statut a une importance très forte sur la fiscalité. On nous demande, c'était quoi? Est-ce qu'il faut déclarer les plateformes qui ont été ouvertes en 2021 cette année? L'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Et on nous demande pour le code de réduction de Coconut, c'est vrai qu'on a un lien. Ouais, bah c'est cryptost.fr/go-coconut. Ouais, bah il passe dans le chat, c'est automatique, Booby68 qui nous demande, c'est automatique quand tu vas te connecter et que tu vas. Ouais, au moment du paiement, tu auras la réduction des 10% directement. Ouais. Et ça, c'est pas indiqué, mais au moment du paiement, si. C'est un point qui est revenu très souvent, en tout cas, c'est l'accessibilité à Coconut que je tiens à préciser aussi, qui coûte moins de 20 € par an. Et ça, c'est quand même un service très accessible en tout cas. Service à la nation. Exactement. Encore une fois, on essaye vraiment d'ouvrir les cryptos à un maximum de personnes et on s'est dit qu'avoir un tarif agressif permettrait d'attirer tous les gens qui ne sont pas aujourd'hui dans les cryptos. Qui se demandent comment faire pour payer leurs impôts, enfin déclarer leurs impôts déjà, avec une solution simple et pas chère. Donc on est là. Il y a une question pour toi, Valentin, de Marc qui parle de collatéral, d'achat de voiture. Pour toi, ça. Je te la lis si tu veux, enfin je vous la lis. Donc si tu mets ton BTC en collatéral et que tu reçois un prêt en euros, tu achètes une voiture, tu es taxé sur ton achat? Point d'interrogation. Je pense qu'il faut répéter. Je pense pas, non. Mais Anthony, vas-y, ouais. Ouais, non, en fait, enfin, en tout cas, l'administration, c'est évidemment jamais prononcé sur la finance centralisée, mais la logique voudrait considérer que non. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait une cession d'actifs numériques à titre onéreux. On a mis en collatéral ces actifs numériques dont on ne sait pas déposséder pour obtenir des euros qu'on a utilisés. Donc en fait, tant que votre actif mis en collatéral n'est pas liquidé, et là pour le coup s'il est liquidé, là vous l'avez effectivement converti en euros, mais tant qu'il n'est pas liquidé et que vous remboursez vos échéances, a priori vous n'avez pas fait une cession d'actifs numériques à titre onéreux, peu importe ce que vous faites ensuite des euros, si vous achetez une voiture ou si vous en faites autre chose. Donc en fait il y a même peut-être une fenêtre qui s'ouvre dans je place des stablecoins en collatéral et je ressors un autre stablecoin en collatéral que je convertis en euros et là j'ai pas trop de risque de me faire liquider et du coup j'ai pas d'imposition et je rembourse au fur et à mesure. Alors, si je ressors un autre stablecoin en collatéral, parce que là pour le coup celui-ci, enfin ce stablecoin que j'ai obtenu en contrepartie d'avoir mis en collatéral mes propres jetons, potentiellement, est-ce que quand je vais le convertir en euros, est-ce que là je réalise pas une opération taxable? Là par contre c'est une autre question. Peut-être que là c'est une opération taxable. Mais si je reçois directement des euros, a priori en tout cas, c'est différent en fait encore. Il y a une différence entre recevoir directement des euros ou recevoir un stablecoin qui est ensuite converti en euros. D'accord. Okay. Je crois pas qu'il y ait de protocole effectivement qui file des euros directement en sortie. Donc après. C'est peut-être ça la question. C'est parce que ouais. C'est peut-être ça la question, effectivement. Parce que quand on convertit, et là c'est quelque chose qu'il faut creuser, quand on convertit a priori pour le coup un stablecoin en euros, là ça a toujours été considéré comme une opération taxable par l'administration. Donc à creuser je pense. Pour le coup là c'est typiquement des questions où il faut creuser le point et voir quel est le protocole. Et on nous demande, je prends encore une petite question dans le chat, si vous pensez que l'administration fiscale va simplifier les démarches de déclaration dans quelques années s'il y a une très forte adoption des cryptos dans le grand public. Je pense que déjà faut espérer en tout cas parce que sans parler de tout la mécanique et les algorithmes appliqués, aujourd'hui le formulaire 2086 on peut reporter que 20 sessions sur le. Aujourd'hui 20 sessions on les atteint très rapidement et donc qu'est-ce qu'on fait des autres? Là, il n'y a même pas de directive claire, donc on pense qu'il faut les imprimer sur un papier et puis les envoyer par courrier à son centre des impôts.
donc ce qui n'est pas très pratique. Donc on espère que là, l'administration, l'année prochaine, mettra plus que 20. Après, sur l'algorithme en tant que tel, il est assez compliqué. Sur les cas, en fait, des fois, l'administration demande de distinguer les tokens qui sont reçus de mining, de staking et achetés. Donc, comment on fait pour suivre cette différence? Donc, il y a plein de cas qui font qu'on voit bien que cette fiscalité n'est pas encore complètement bien adaptée aux cryptocurrencies. Donc, oui, il faut espérer que ça va vraiment... Mais ouais, ça va être un casse-tête. Enfin, on l'a vu, nous, en termes de trafic, ça a explosé à partir de mars 2020, le confinement. Mais c'est pas que nous, hein, tous les sites dans le trading ou quoi, ils ont vu le trafic vraiment exploser. Les gens, ils se sont intéressés à la bourse, aux cryptos. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de nouveaux investisseurs par rapport aux années précédentes. Et ça va être un bordel sans nom, disons-le. En tout cas, une complexité qui est assez forte. Donc, il faut espérer que ça va simplifier. Et ouais, c'est ce qui permettra à tout le monde de pouvoir venir dans cette nouvelle classe d'actifs. Ouais. Ça marche. Question de mon côté. Dernière question. C'était une question du chat au début, un petit peu en relation avec les institutions, justement, comme celles qu'on a citées tout le long de ce live-là. Quelle position elles ont? Est-ce que c'est des positions, effectivement, de quelqu'un qui essaie de se tenir très au courant et qui fait du mieux possible, ou est-ce que c'est une machine qui est très en retard et qui ne comprend pas et qui réagit toujours en retard? Voilà, c'est quoi ce côté-là et comment ils font pour se tenir à jour? Est-ce qu'ils font des cellules? Est-ce qu'ils vont contacter Mark Zeller d'AAV, par exemple, pour lui demander dis-moi comment ça marche et j'essaie de voir, ou est-ce qu'ils font tout ça de leur côté? Anthony, je sais pas, tu t'interagis peut-être plus avec eux, moi je saurais pas trop dire. Hein. Alors, moi en tout cas, je pourrais vous parler de ce qui est de l'administration fiscale. L'administration fiscale, ils auront toujours plusieurs années de retard sur l'évolution de la crypto-monnaie, sur la blockchain et sur la technologie de manière générale. On ne peut pas leur en vouloir. De toute façon, il faut que le législateur prenne des décisions et ensuite que l'administration les interprète. Donc aujourd'hui, ils essayent, je dirais que ce qu'ils essayent, c'est de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, on a un texte unique qui fait quelques lignes et dans lequel, en fait, on essaye d'intégrer un maximum d'opérations, toutes plus complexes les unes que les autres. Chaque semaine, enfin peut-être pas chaque semaine, mais chaque mois, on apprend qu'il y a un nouveau type d'opération qui est né. Donc voilà, l'administration essaye de faire preuve, je pense, de souplesse et d'essayer de rattacher, en fait, elle essaie de rattacher ce qu'elle peut, mais elle aura toujours du retard et ça, malheureusement, c'est plus ou moins inévitable. Okay. Tu parlais de l'administration de toutes les institutions financières, banques et... Ou c'était l'administration Même les banques, on se rend compte quand même qu'elles ont quand même une certaine... malgré le fait que ça commence à être connu, elles restent quand même assez frileuses par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, quand tu veux retirer, je sais pas, mais même c'est pas forcément des sommes énormes. Hein. On a des gens qui viennent nous voir, qui me disent j'aimerais retirer 20 000 euros d'une plateforme. Ma banque me demande toute une série d'informations. Des fois, il y a des banques qui bloquent. Donc ça pose quand même des questions. Tout à fait, ouais. Ok. Et là, pour le coup, le régulateur, effectivement, t'as pas trop du poing sur la table, alors que des clients qui se font un peu embêtés alors qu'ils retirent depuis Kraken, par exemple, ça devrait être sanctionné, quoi. Exactement. Et je trouve que c'est donner du grain à moudre aux monnaies décentralisées telles que le Bitcoin, etc., qui ont justement cette vocation de vouloir faire abstraction de ces intermédiaires qui prouvent encore une fois qu'ils ont parfois du mal à s'adapter. Ça marche. Est-ce qu'on prend toute dernière question ou on s'arrête ici? On nous demande, allez, une dernière question. Ça coûte combien un rendez-vous chez Bruzo? Un rendez-vous chez Bruzo, c'est gratuit. Donc, bon, évidemment, on travaille quand même. Donc, le premier rendez-vous est gratuit. Et ensuite, donc là, on cadre la situation. Si on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'un avocat, parce que ça arrive parfois, c'est des questions qui ne sont pas très compliquées, auxquelles on répond, nous, avec plaisir. Et ensuite, si on s'aperçoit que nous, en tant qu'avocat, on peut apporter une plus-value, dans ce cas-là, nous, on fonctionne uniquement au devis, c'est-à-dire que dès le début, on fixe tout de suite combien ça va coûter. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas à l'heure, c'est-à-dire que les gens le savent à la fin. Les gens savent au début avec nous.
Donc voilà, ça dépend après de l'opération qui est visée, sachant que vous avez encore une fois les 20% avec... c'est quoi le code crypto BD Toast. BD 20% de réduc, je le note. Exactement. Donc voilà Avec comment on fonctionne. BD Toast. Ok, je rappelle dans le chat justement, voilà, 10% de réduction sur le rapport fiscal avec Coconut, avec le lien que j'ai mis, crypto.fr/go-du6 Coconut, et moins 20% de réduc sur Bruso du Buc avec le code BD Toast. Merci Patrick, merci Anthony d'être venu partager tout ça avec nous. Merci à vous. Merci à vous, ouais. Merci de nous avoir invités. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés également. Le live, la rediff sera sur Twitch probablement dans la nuit demain et également sur YouTube quelques jours plus tard si vous voulez, si vous avez loupé le début ou quoi. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on se dit à lundi matin 9h. On sera là pour débrief l'actu avec vous. Et encore un grand merci de nous suivre au quotidien. Bonne soirée. Merci tout le monde, bonne soirée. À tous. Merci.